Mesdames, Messieurs, bonsoir. La tournée gouvernementale de reddition de comptes a démarré cette semaine à Cotonou. Cotonou également accueille un rendez-vous international autour du français. Ce sont entre autres sujets de actu et débat de ce soir. En studio, Jules Maoussi. Il est journaliste. Jules, bonsoir. Bonsoir, Brice. Avec vous, Distel Amoussou, consultant média, il va nous rejoindre d'ici peu. Mais avant, nous allons quand même démarrer, auditeurs de Radio Cotonou. Merci de vous installer pour actuer débat de ce soir pour le compte de ce jeudi. L'étape de Cotonou de la tournée gouvernementale de reddition de comptes a démarré cette semaine, disais-je, occasion pour la délégation ayant à sa tête Abdoulaye Bio-Tchadé, ministre d'État chargé du développement, de dresser au public présent un bilan empreint de satisfaction. Nous allons écouter la ministre de la Famille à propos. Il y a eu plus de 100 milliards qui ont été investis pour pouvoir recruter, former des agents de santé et les mettre à disposition dans des endroits également où il n'y en avait pas, assez. Il y a eu 2753 agents de santé qui ont été recrutés, médecins, sages-femmes, infirmiers et consorts. Dans nos maternités aujourd'hui, il y a au moins une sage-femme ou une infirmière qui est très bien formée. Et ce n'est pas tout, il y a les agents de santé communautaire, 15 500 qui ont été recrutés et en cours de déploiement. Avant la fin de l'année 2024, ils seront tous déployés sur le terrain. Quel est leur rôle? C'est d'être proche de la population. Ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas assistants sociaux, mais ils sont formés pour pouvoir donner des conseils à la population pour prévenir les maux. Parce que nous savons que la prévention est un volet fondamental avant que la maladie ne s'installe et que la prise en charge ne soit plus coûteuse. Mais prévention et aussi pouvoir donner l'alerte précoce. Voilà, Madame Véronique Tony-Fodé, ministre de la Famille. Pour le maire de Cotonou, Luc Setonji Atropo, la ville de Cotonou s'est profondément transformée. Depuis avril 2016, les Cotonouaises et Cotonouais, ainsi que les visiteurs de notre capitale, s'accordent à reconnaître que la ville se métamorphose grâce aux nombreuses réalisations des programmes d'action du gouvernement du président Talon qui force l'admiration. En effet, distinguée personnalité, si vous demandez à n'importe quel citoyen de Cotonou les réalisations du gouvernement dans la capitale économique du Bénin, ils vous citeront avec aisance les marchés modernes en attente d'être mis en service, le bitumage, l'asphaltage, l'éclairage de nombreuses rues à travers toute la ville, l'assainissement fluvial déjà visible dans de nombreux quartiers de la ville, l'aménagement et la mise en valeur de nombreuses places privées sur lesquelles trônent de majestueux monuments, dont le célèbre monument de l'Amazone, la Biogera, pour ne citer que ces deux monuments. La rénovation de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gontier, l'excellente politique de gestion des ordures ménagères de la ville qui fait désormais de Cotonou l'une des villes les plus propres du continent. Voilà, Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou. Distel Amoussou, bonsoir. Bonsoir, Brice Bila Ikedi. Merci. Bonsoir, Monsieur Maoussi. Bonsoir, amis auditeurs. Merci de nous rejoindre en studio pour actuer débat de ce soir. Cotonou d'aujourd'hui n'est pas Cotonou d'hier. C'est bien sûr par moi qu'il dit. Ça a été dit mardi à l'étape de Cotonou de la tournée gouvernementale. Distel Amoussou, qu'est-ce qui a changé à Cotonou? Beaucoup de choses, beaucoup. Il faut dire que nous sommes dans une dynamique qui apporte, oui, satisfaction. En ce qui concerne notre cadre de vie, qui apporte satisfaction en ce qui concerne le fonctionnement de notre administration, ce qui concerne l'économie de notre pays, ce qui concerne, pour être bref, notre bien-être et le mieux-être des Béninois. Il reste à faire, il reste beaucoup à faire, cependant, il faudra reconnaître, pour ce qui me concerne et pour ma part, n'étant pas partie prenante de cette tournée, de dire que, après le factuel, après les extraits que nous avons, après les divers comptes rendus qui nous parviennent à travers plusieurs canaux de communication, il reste à s'interroger sur les enjeux après cette tournée gouvernementale. J'ai dit qu'il s'agit de séminaires itinérants de formation de grands militants des partis qui soutiennent les actions du président Patrice Talon.
Mais au-delà, il faudra jouer à obtenir, n'est-ce pas, de ces grands militants-là qui sont rassemblés, n'est-ce pas, à travers des quotas bien définis et qui écoutent les personnalités sur ce qui a été réalisé. Il conviendrait donc de chercher à obtenir de ces personnes-là et d'en faire des relais pour que l'information aille aux derniers militants et aux derniers citoyens de ce pays. Il faut vulgariser l'information. Comme l'a dit le maire Luc Setonji Atokpo, il y a beaucoup de réalisations méconnues. Donc, c'est une manière de parler de déficit de communication. Et lorsqu'il y en a, c'est la désinformation qui s'installe. Et Dieu seul sait que nous sommes au cœur de la désinformation aujourd'hui dans notre pays. Et il faudra vraiment faire repencher la balance du côté de la vérité des faits, la vérité des chiffres, la vérité des réalisations qui sont palpables, mais aussi la vérité des attentes des populations, la vérité du social qui est attendu, la vérité comme réponse à la question « Nous avons faim, le peuple a faim ». Jules, vous êtes d'avis que Cotonou d'aujourd'hui n'est pas Cotonou d'hier? Oui, c'est normal. La ville de Cotonou, qu'on le veuille ou non, a changé de visage. Quand vous venez aujourd'hui à Cotonou, vous allez constater vous-même qu'il y a beaucoup de changements. Vous voyez, comme l'a dit le maire de Cotonou, il y a les éclairages, les routes, l'asphaltage, les places publiques et autres, l'aéroport, etc. Donc, qu'on le veuille ou non, il faut reconnaître que Cotonou a beaucoup changé sous le président Patrice Talon. Quand vous allez par exemple à Kpakpa, et quand vous voyez la voie goudron qui est au niveau de Pondéou, etc. Moi, je n'ai jamais imaginé qu'on pouvait faire une route aussi importante dans cette zone de la ville de Cotonou. Quand vous allez à qu'on appelle à Djonké et autres, je pense que, qu'on le veuille ou non, la ville a beaucoup changé, et il faudrait remercier le gouvernement pour cette dynamique-là. Mais ce que moi je dis par rapport à tout ça, c'est que on dit souvent que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc la dynamique de transformer Cotonou existait, qu'on le veuille ou non, depuis Kérékou. Quand on prend par exemple sous Kérékou, mon doyen Distel, je pense que ne me mentira pas, la voie, il y a beaucoup de voies qui ont été faites sous Kérékou. Par exemple, le troisième pont, on a quitté Godomé, la voie qui a pris devant l'étoile rouge, passant par le conseil central, traversant Zongo et pour aller jusque là-bas, pour aller au niveau du troisième pont. Donc il y a beaucoup de voies pavées sous Kérékou, comme sous Yaïbouni aussi. Donc, qu'on le veuille ou non, chaque gouvernement qui vient, qui s'installe, fait ce qu'il peut pour la ville de Cotonou, pour le Bénin en général. Quand vous dites que la dynamique existait depuis peu, c'est-à-dire depuis Kérékou, ça veut dire qu'aujourd'hui... Non, c'est pas depuis Kérékou, depuis Soglo. Oui. C'est pas sous Soglo, on a vu des caniveaux à gauche, on parlait même de sous Soglo, on parlait même de Kérékou 2. Sous Soglo, par exemple, on parlait de Cototrou, Cotonou est devenu Cotopavé. Vous voyez? Donc ça veut dire que tous les régimes successifs essaient de faire ce qu'ils peuvent pour la ville de Cotonou et pour le Bénin en général. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau. C'est ce que vous dites? Non, je dis qu'il n'y a rien de... Je ne dis pas qu'il... La dynamique existait. La dynamique de transformer le Bénin existait depuis le régime, depuis plusieurs régimes. Donc peut-être que sous le régime du président Patrice Talon, il faut l'avouer, il y a eu une certaine amélioration. Oui. Et il y a eu beaucoup plus de réalisations, il faut le reconnaître. Alors Distel, dire ce qui est fait, dire ce qui est et éviter la désinformation. Est-ce qu'on a besoin d'une tournée pour le faire?
Est-ce que les Béninois ne voient pas ce qui se fait déjà à Cotonou? J'en viens pour dire que ce qu'a tenté de dire mon confrère Maoussi, c'est que depuis 1960, n'est-ce pas, les dirigeants successifs que nous avons eus, chacun, en ce qui le concerne, a participé à apporter du sien à la construction du Bénin, pan par pan, brique par brique. Et cela ne pouvait même en être autrement. La mission principale des dirigeants d'un pays, c'est de conduire le peuple au développement, de conduire le pays au développement. Donc, c'est sous Kérékou, pendant la période révolutionnaire, que nous avons eu l'une des plus grandes places de notre pays, la place de l'Étoile Rouge. Nous avons eu d'autres places. Et quand je parle de la place de l'Étoile Rouge, nous étions en 1974. C'était pas évident, c'était un bas-fond. On parlait de Saint-Jean-Bagoudo pour ceux qui étaient à Cotonou à l'époque. Donc c'était un défi qui a été relevé par le gouvernement militaire révolutionnaire sous le président feu général Mathieu Kérékou. Alors, nous avons connu les pavés avec le président Soglo. Le président Soglo, après, n'est-ce pas, la conférence nationale des forces vives de la nation. Il y a même eu la boutade, on va pas manger les pavés. Oui. C'est pour vous dire que, objectivement, chaque gouvernant est tenu, de par ses attributions, de par ses engagements et de par sa mission de participer à la construction du pays, ce que nous avons en commun. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'une tournée gouvernementale pour expliquer ce qui existe, ce qui s'observe, ce qui se fait? Moi, je vais vous dire que chaque gouvernement, n'est-ce pas, agit en fonction de son feeling. Je préfère le dire comme ça. Oui, nous avons connu des tournées gouvernementales sous le président Boni-Yahi. J'en étais l'un des acteurs, initiateurs, concepteurs. Ce qui reste à attendre de cette tournée-là, c'est l'induit, les impacts sur les populations. Est-ce que ces tournées-là vont contribuer à annihiler le mensonge qui est inoculé tous les jours presque aux populations? That is the question. C'est la grande question, n'est-ce pas? Et c'est en cela que je dis les grands militants de ces partis soutiennent au chef de l'État qui viennent à ces séminaires itinérants. Moi, je ne parle pas de tournée gouvernementale parce que quand je prends chaque équipe, je vois des députés, je vois des techniciens, des directeurs nommés à divers postes, je vois des ministres, je vois des responsables de partis politiques. Donc, c'est un tout. C'est un tout. Alors, on pourrait, n'est-ce pas, parler de tournée politique d'information, de permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information. Et c'est en cela que je parle de séminaire, n'est-ce pas, d'information des grands militants, des partis soutiens au chef de l'État, le président Patrice Talon. La mission principale, c'est que ces personnes-là, ces délégués à ces rencontres, doivent s'approprier, n'est-ce pas, le contenu de la mission et se mettre disponible à l'exercice d'aller parler à la base. Parce que si l'interactivité se bloque au niveau de ces grands militants-là qui sont rassemblés, eh bien, ça va être du gâchis, ça va être peine perdue. Et au lieu que la vérité des faits soit semée, eh bien, cette vérité-là restera au niveau de ces relais-là qui ne feraient pas leur travail. Et c'est en cela qu'il faut questionner le bon fonctionnement des partis politiques, de ces partis politiques-là qui soutiennent le président Patrice Talon. Quel est leur fonctionnement? Quel est le rôle que jouent les écoles de partis politiques dans la réforme du système partisan? Parce que le législateur l'a prévu et l'État met des moyens pour l'animation de ces
écoles là, il s'agit des ressources des Béninois, de vous et moi. Alors, en principe, ces partis-là devraient, n'est-ce pas, au quotidien, entretenir leurs militants sur ce qui se fait par le pouvoir de la rupture, parce qu'ils se disent soutien de ce pouvoir-là. Alors, si le travail avait été fait en amont, correctement, avec un suivi et une actualisation des données, on n'aurait plus besoin de tournée gouvernementale ou de tournée politique d'explication. Voyez-vous, on se dirait que les militants à la base avaient déjà l'information à travers les structures de chaque parti, les cellules, les structures au niveau communal, les structures au niveau départemental. Alors, c'est parce qu'il y a ce défaut-là, il y a ce gap, n'est-ce pas, que certainement le gouvernement, sous le poids, n'est-ce pas, des charges et des pilonnements que nous recevons de l'opposition politique qui écume pratiquement tous les jours que Dieu fait et les hameaux et les quartiers de nos villes, que le gouvernement a certainement décidé d'initier cet exercice-là. Et ce qu'il reste, c'est que il appartient à ceux qui, n'est-ce pas, sont partie prenante de s'engager à décliner, n'est-ce pas, le contenu de ces séminaires-là ou de ces rencontres-là au niveau de la base. Voilà. De veiller à ce que les objectifs soient atteints. Est-ce que ces objectifs, c'est ça le véritable Jules Maussi, seront atteints dans un contexte où les citoyens, les populations ont le mental ailleurs, le mental par exemple lié à la cherté de la vie, d'autres questions brûlantes de l'heure? Non, je pense que mon doyen il y a pratiquement répondu à la question. Sinon, le problème qui se pose ici, c'est que est-ce que les populations sont prêtes à écouter? Est-ce qu'elles écoutent bien? Est-ce que le message passe? Voilà. Puisque quand on peut regarder bien la tournée telle qu'elle est organisée, c'est que c'est trop institutionnalisé, à mon avis. C'est-à-dire, c'est les ministres du gouvernement qui par exemple, Bio Tchané, c'est lui qui était à Cotonou. Est-ce que Bio Tchané était habilité à organiser une tournée du genre à Cotonou? Parce que est-ce qu'ils ont bien associé les élus, les maires? Le maire est là, on ne refuse pas. Les élus, les députés. Si par exemple un député élu dans une circonscription électorale, ces populations le connaissent bien, et il parcourt de hameau en hameau pour expliquer les actions du gouvernement à ses militants ou aux populations. Ce député peut être vite écouté. Il peut vite écouter. Donc, au lieu que ce soit, comme par exemple, il y a combien de personnes qui sont allées à ces rencontres-là? Elles ne sont pas du tout. Elles sont pas. C'est certains tests seulement qui sont partis à cette tournée-là. Donc, il faudra que l'information aille jusqu'à la base. Il faudrait que, quand on dit le BR, par exemple, les élus du BR dans leur circonscription électorale peuvent parcourir et leur circonscription, chacun dans sa circonscription, et parler de l'action gouvernementale. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se faisait sous Yahi. Quand on prend par exemple le plateau, vous allez voir les ministres qui sont originaires de ces zones-là, et les élus de la zone, c'est eux qui organisaient cette tournée-là. Donc je pense que il faudrait certainement il faut revoir la stratégie pour les prochaines fois. Bon, maintenant, pour les populations, est-ce que on dit souvent que le ventre affamé n'a point d'oreille. On dit souvent que le ventre affamé n'a point d'oreille. Les réalisations du gouvernement dans tout le Bénin, les populations les voient. Les populations voient bien ces réalisations-là. Le problème qui se pose ici, c'est le social. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Si par exemple on était allé lors de cette tournée, là, on parle de la cherté de la vie, si on a proposé des solutions concrètes,
contre la cherté de la vie, vous allez voir l'information va passer automatiquement. Mais si c'est pour dire qu'on a réalisé des voies ici, des pavés là-bas, des goudrons à gauche, à droite, je pense que ça risque l'information ne va pas passer. L'information va passer, ce sera comme de l'eau jetée sur le parce que les populations n'attendent pas celle-là. Non, les populations, le ventre affamé, la pointe d'oreille, c'est le social. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'aujourd'hui, dans nos hôpitaux, les gens meurent. Les gens meurent dans nos hôpitaux. Aujourd'hui, si vous avez même un petit, même quelques mots de tête, si vous n'avez pas de l'argent sur vous, puis c'est réformé de telle manière que personne ne va répondre à vos préoccupations. Donc, les populations veulent qu'au niveau des hôpitaux, qu'est-ce qu'on fait pour la prise en charge, pour la prise en compte des démunis. Voilà les mesures qu'on veut du gouvernement. Quelles sont les mesures prises contre la cherté du maïs, du riz et des denrées alimentaires. Donc je pense que le président Talon a déjà fait au plan infrastructurel. Je pense qu'il a déjà réalisé un grand défi là, mais il reste maintenant à se concentrer sur le social et il appartient au gouvernement de voir les stratégies qu'il faut pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Distel Amossou, tournée gouvernementale trop institutionnalisée, je vais y arriver. Le social qui fait défaut, vous avez suivi Jules Maoussi. Oui, pour le premier pan, je ne dirais pas non, c'est institutionnalisé, enfin pas institutionnalisé. Il veut certainement parler de la composition des équipes en tournée. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme si on a dégarni la présidence de la République, on a dégarni l'Assemblée nationale. Bon, alors c'est pour les besoins de la cause. Je crois fondamentalement qu'il pose un réel problème. Et cela m'amène à observer une coupure entre les élus. C'est vrai, les députés sont des élus nationaux, mais il reste que dans chaque circonscription électorale, dans chaque hameau, nos populations continuent à s'identifier à leurs élus. Alors, c'est parce qu'en réalité, il y a un véritable problème social. Écoutez, quand le monsieur a une ordonnance concernant son épouse qui est en état de famille ou ses enfants qui sont malades, il va voir l'élu de sa localité. Il ne va pas voir un ministre d'État ou non, il n'a pas la possibilité d'y aller. Il va voir l'homme politique, n'est-ce pas, qui est proche de lui. C'est une réalité qu'il faudra intégrer. Mais si c'est d'autres personnes qui viennent lui parler de ce que fait le gouvernement, je crois qu'il y aura problème. Il y a problème d'écoute, voyez-vous. Mais lorsque je regarde la composition, il y a forcément par zone, par département. Par région, il y a des autochtones. Il y a des élus, n'est-ce pas. Quand je vois par exemple Cotonou, quand je prends le littoral, j'ai remarqué la présence de l'honorable Orden Aladaté. J'ai observé la brillante présence de l'honorable Aïe Chantal. Elles sont élues à Cotonou. J'ai remarqué donc d'autres personnalités politiques, n'est-ce pas, d'ici. Voyez-vous, et cela s'est observé également dans les autres départements. Je crois que fondamentalement, c'est celui qui n'a pas essayé de ses essais à quelque chose qui pourrait s'attendre à la perfection. Non, la perfection n'est pas de ce monde. L'enjeu demeure pour moi que les populations à qui on a parlé, les délégués, n'est-ce pas, en griffe à qui on a parlé, puissent vraiment s'engager à constituer des relais pour que l'information touche vraiment les populations.
J'ai observé aussi quelque chose. J'ai observé que c'est en français que tout a été pratiquement, le gros lot a été dit. Pour des gens et à des gens qui étaient censés connaître, disposer de ces informations-là. Alors, il faudrait que moi, ma tante qui est à Djakotomé, qui est vendeuse de beignets, puisse se sentir concernée par cette tournée. Puisse savoir que il y a des choses qui se font pour elle, sur le plan social. Et c'est pour cela qu'il faudra interroger le bon fonctionnement du projet ARCHE dans nos centres de santé. Est-ce que véritablement là, cette réforme-là, ce projet, ce programme est un cours d'exécution et de développement? Je n'ai pas fait l'enquête, donc je ne suis pas à même de vous dire oui ou non. Mais il conviendrait d'interroger le bon fonctionnement là de ce programme, parce que il y a quand même une dizaine de pathologies, n'est-ce pas, qui sont prises en compte en principe de façon gratuite, n'est-ce pas, dans nos centres de santé concernant les populations. Il y a une part de citoyens et de citoyennes recensés comme des personnes les plus déshéritées ou les plus pauvres, n'est-ce pas, ce travail a été fait. Quel est l'impact, n'est-ce pas, réel de ce travail qui a été fait là, vis-à-vis de cette tranche de Béninois et de Béninoises? Il faudra interroger ces choses-là. Et ce n'est que comme ça. Ce n'est que comme ça que on pourra leur dire que le microfinance aux plus pauvres a impacté un tel nombre et des personnes visibles. Ce n'est que comme ça qu'on pourra arriver à les convaincre que la facilité de mobilité que nous observons aujourd'hui à travers la qualité des routes que nous avons un peu partout, moi, devant ma maison, à Fidjrosser, partant du commissariat, à Diaragon, il y a du bitume aujourd'hui. Et c'était un rêve. Moi, quand j'arrivais dans cette zone, il était impensable d'attendre ce niveau de développement là à Fidjrosser tout de suite. Mais cela, c'est fait. Mais il faudra expliquer aux populations qu'en quittant Calavi et pour venir par exemple à Ganri, aujourd'hui c'est 20-25 minutes. Et c'est par une voie parfaite et qu'on prend, on gagne en temps, on gagne dans l'amortissement de nos moyens de déplacement et c'est de l'argent qui reste dans nos poches. Mais nous ne nous en rendons pas compte. Il faudra leur expliquer ça. Il faudra leur dire qu'aujourd'hui, le Bénin a pu, n'est-ce pas, partir de la production de 0 mégawatt d'énergie électrique et que nous sommes aujourd'hui autour de 60% de nos besoins. Oui, avec un peu d'avarie. Dû, n'est-ce pas, à la vétusté de tout le système de conduit du courant électrique. Il faut leur expliquer ça. Il faut leur expliquer que le plateau technique aujourd'hui dans nos hôpitaux est en cours d'amélioration. Il faut leur dire surtout qu'aujourd'hui, lorsque vous allez dans nos hôpitaux, vous avez le médecin là présent. Parce que hier, les médecins à une certaine heure basculent les rendez-vous dans leur clinique et vont, n'est-ce pas, opérer officier en clientèle privée. Mais ceux qui sont et ont accepté, qui sont sous contrat avec l'État béninois, agents permanents de l'État, aujourd'hui sont à leur poste. Il faudra expliquer ça aux Béninois et leur dire que c'est des gains immatériaux que nous avons, mais qui sont là. Il faut dire aux Béninois que hier, quand tu résides à Djakotomé pour prendre tes pièces d'état civil, tu étais obligé de venir à Lokossa. Voyez-vous, mais aujourd'hui, d'un clic ça a changé. D'accord. Alors, il faudra répéter ces choses pour amener le Béninois à l'admettre. Oui, ventre affamé n'a point d'oreille. Il reste évident que partout au monde, le problème social constitue un réel problème. Allez voir le nombre de clochards ou de sans domicile fixe français de souche qu'il y a en France. Voyez-vous, écoutez, allez au Nigeria à côté. Regardez les problèmes d'électricité auxquels sont confrontés les baraques, toutes les baraques pratiquement dans les marchés du Nigeria en groupe électrogène. Voyez-vous,
Et regardez le nombre de personnes de sans domicile fixe qu'on a au Nigeria. Non, le problème social ne se règle pas de façon magique. Il reste que nous devons, n'est-ce pas, redimensionner le curricula de formation de la jeunesse, d'orienter, n'est-ce pas, cette formation-là vers la formation technique et professionnelle. Comme ça va nous éviter d'avoir des sociologues, des historiens, des géographes, des philosophes sur les bras à la maison à 30 ans, et de continuer de les nourrir. Nous allons finir sur ce tableau avec cette nouvelle annoncée à l'étape de Cotonou, de la reddition de comptes, l'inauguration des marchés urbains. Nous allons suivre à propos la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouma. Nos marchés sont prêts. Cotonou, la locomotive, va voir ouvrir les marchés très rapidement. Le message de pas être long. Je peux vous dire que dès le 15 juin prochain, nous allons ouvrir le premier marché de Cotonou. Et 2 semaines plus tard, un deuxième marché. Et c'est avec beaucoup d'équipements que les places seront attribuées de façon moderne, sécurisée surtout. Nous avons travaillé avec elles et je crois que nous sommes prêts pour que nos marchés puissent ouvrir. Dès 2025, nous allons ouvrir notre pôle commercial de GMK, Général Mathieu Kérékou, où nous allons accueillir des produits nobles issus du Grand Papa, des produits ce qui est tissu. Bientôt, on n'aura plus besoin d'aller à Dubaï. On aura un grand mall avec plus de 1000 ici à Cotonou. Alors, la ministre de l'Industrie et du Commerce à l'instant, Jules Maoussi, le premier marché urbain construit sera inauguré le 15 juin prochain. C'est dans quelques jours. C'est un bon timing pour vous? C'est à saluer parce que vous voyez Cotonou avoir un marché moderne. Je pense que il faudrait remercier le gouvernement et demander au ministre de faire encore plus. Vous savez, tout ça rentre dans le cadre des innovations du gouvernement pour transformer la ville de Cotonou. La ministre parlait tout à l'heure du premier marché qui sera inauguré le 15 juin et elle a aussi annoncé d'autres qui seront l'inauguration d'autres marchés bientôt. Je pense que tout ça rentre dans le cadre d'un Cotonou moderne que le gouvernement entend faire. Et comme dans d'autres villes aussi. Il n'y a pas seulement Cotonou. Quand vous allez à Porto Novo, quand vous allez dans d'autres villes comme même dans le Plat, dans l'Ouémé, beaucoup de choses se font. Donc, le gouvernement, certainement au niveau de ces marchés-là, fait déjà beaucoup. Mais le problème qui se pose, c'est que les femmes, la plupart des femmes qui sont dans ces marchés-là, ne se retrouvent pas trop. Ils ne se retrouvent parce que au niveau du recensement des usagers, des femmes qui vont exploiter ces marchés, il y a problème parce que vous parle d'abord de la cherté de ces boutiques-là. Et si le gouvernement, après l'ouverture du premier marché, peut penser à revoir au niveau du prix, discuter avec les acteurs du domaine et savoir ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas de problème encore. Donc, il ne faut pas que les marchés qui étaient hier populaires soient désormais le marché des bourgeois. Donc, ça dit ceux qui auront les moyens, c'est ceux qui auront les moyens qui pourront intégrer ces marchés-là. Donc, à ce niveau-là, il va falloir que le gouvernement travaille beaucoup pour qu'il n'y ait pas de frustration, pour qu'il n'y ait pas des accros au niveau de ce qui va se passer. Distal Amoussou? Oui, nous parlons d'un gouvernement qui a combattu les concours frauduleux. Et aujourd'hui, tu peux être un enfant quand je dis pauvre, c'est gênant. Tu peux être un enfant dont les parents n'ont pas la possibilité de t'apporter des appuis à travers des interventions obscures et réussir brillamment à un concours et avoir ton boulot. Nous parlons de ce gouvernement-là. Donc, en ce qui concerne l'amélioration du cadre marchand, il faut dire que c'est une très bonne chose.
et on a encore en mémoire les divers incidents, cas d'incendie observés ces 10 dernières années au marché d'Antokpa, à Bégamé et ailleurs, où les sapeurs-pompiers n'avaient même pas la possibilité d'aller au cœur de la source de l'incendie pour éteindre les feux. Mais aujourd'hui, nous sommes face à des espaces marchands modernisés où tout est prévu, n'est-ce pas? Et la garantie sécuritaire a été observée de façon pointue. Oui, le beau a un coût. Le beau a un coût. Est-ce que cela va amener au dépaysement de nos braves dames vendeuses de légumes, de tomates, de piments, de poissons? Est-ce que cela va les empêcher, n'est-ce pas, de se retrouver dans leur activité? Je crois que si cela arrivait, nous serions donc très loin des objectifs. Non, les objectifs, c'est de sécuriser le commerce de ces pauvres dames-là. Alors, on ne peut pas, en cherchant à sécuriser, n'est-ce pas, l'espace marchand, en faisant de la spéculation au point de chasser ces premiers bénéficiaires-là du marché et d'en faire, comme le dit mon confrère Jules Maoussi, des espaces pour privilégiés ou des espaces pour bourgeois. Non, je crois que le gouvernement en est conscient. Et j'ai ouï dire que les premières places reviendront forcément aux dames qui étaient recensées délocalisées, n'est-ce pas, avant les travaux. Alors tout ce qu'on va demander, souhaiter, c'est l'équité et la justice, n'est-ce pas, dans la répartition, la redistribution de ces places-là pour le bonheur des femmes. Oui, quand c'est devenu beau, il y aura forcément, ça va attirer du monde. Des personnes qui n'étaient pas au marché vont chercher à venir au marché. Des personnes qui ont les ressources vont chercher à prendre 2, 3, 4 places pour s'inscrire dans une sorte de relocalisation. Non, pas relocalisation. De louer à nouveau, n'est-ce pas? Relocation. C'est courant. De ces places-là, il faudra y veiller, il faudra que véritablement ces marchés-là reviennent aux ayants droit et que le coût ne soit pas prohibitif au point de faire créer de la surenchère dans ces marchés-là, parce que c'était connu qu'au marché Saint-Michel et au marché Garito, à l'époque, les prix n'étaient pas du tout les mêmes sur Cotonou. À Cotonou, les bonnes dames qui allaient faire les emplettes ou faire leurs courses à Garito ou à Saint-Michel étaient des femmes supposées nanties ou provenant de familles à revenus substantiels. Mais je crois que les nouveaux marchés modernes n'auront pas ce nom-là, ce qualificatif-là, et ça va être des marchés pour tout le monde. Voilà. Alors, je parlais de timing à l'instant. Est-ce que c'est le bon timing pour le gouvernement d'inaugurer ces marchés-là, au moment où on parle de cherté de la vie, où tous les marchés sont déserts? Écoutez, tous les marchés ne sont pas déserts. Presque déserts. C'est une caricature. C'est une caricature. Non, les marchés ne sont pas déserts. L'activité marchande n'est pas mise sous boyau dans notre pays. Tous les marchés, n'est-ce pas, sont animés. Non. Le timing, c'est le gouvernement qui décide. C'est un projet. C'est un programme gouvernemental. Vous connaissez le président Patrice Talon, il est regardant sur les dernières lignes de définition, il est regardant sur les précisions, sur la beauté, sur la durabilité, sur l'efficacité, n'est-ce pas, des investissements. Donc, si ce n'est que maintenant que le gouvernement décide de procéder à l'ouverture de ces marchés, je crois que le gouvernement certainement a fini de regarder
le pourtour général et de se dire, voilà, ce dont on rêvait pour les bonnes dames de nos marchés, ça y est, c'est faisable. Donc le timing, moi, je n'ai pas d'argument pour l'analyser fondamentalement. Le beau a un coup, disait Distel à Moussou, Jules Maussi. Il faut également se battre pour que le coût du beau n'influe pas sur la marchandise au final. Mais si la place est chère, on dit souvent en économie, bon, c'est pas plus de vente. Le bénéfice égale plus de vente, moins plus de revient. Le bénéfice égale plus de vente, moins plus de revient. Si le prix de revient est cher, forcément le prix de vente aussi sera cher. Donc je pense, comme l'a dit le doyen Distel à Moussou, il va falloir que ces places qu'on va attribuer aux bénéficiaires ne soient pas trop chères. Que ces places soient à la portée des femmes, des femmes qui étaient déjà dans les marchés depuis des années. Parce qu'on se connaît dans le pays, hein. Il ne faut pas que avec l'avènement de ces marchés-là, qu'on crée une certaine mafia autour. Parce que si ça se passe comme ça, si ça va se passer comme ça, je pense que vous aurez des cris dans vos micros ici. Donc, des cris de détresse. Donc il va falloir qu'on pense créer les marchés, c'est bon, mais aussi créer les conditions pour l'accès. C'est aussi mieux. Alors, le Bénin, je le disais à l'entame, accueille à compter de ce jour un forum régional, Notre futur, dialogue Afrique-Europe. Les participants vont échanger sur les enjeux et défis de la langue française. Que vaut aujourd'hui, dit Stella Moussou, le français dans notre Afrique d'aujourd'hui? Écoutez, la langue est un vecteur de développement, c'est un vecteur de sociabilisation, c'est un vecteur de je l'ai dit, de sociabilisation. Maintenant, il reste que le français est pour les pays africains et le Bénin principalement a une part, la part du lion dans notre vivre ensemble, de sorte que je m'interroge sur son efficacité, au sein même de notre interactivité et de son apport, n'est-ce pas, sur le développement du Bénin. Je ne suis pas un anti-français, rassurez-vous, je parle la langue française, rassurez-vous, mais je dis, lorsque je rentre dans nos grands marchés, que ce soit à Kétou, que ce soit à Igolo, que ce soit à Boïkan, la langue parlée, la langue de fonctionnement, la langue qui nourrit les interactivités dans les milieux marchands, ce n'est pas la langue française. Oui, le Bénin l'a adopté comme langue de travail, mais il faudra que les élites du Bénin commencent à travailler pour, n'est-ce pas, la rencontre linguistique, la rencontre entre la langue française et nos langues parlées. Personne ne se développe dans la langue d'autrui. On se parle, on est sincère qu'en parlant dans sa propre langue. Et c'est en cela qu'il y a un dicton qui dit, lorsque vous avez mal, vous avez très mal, pour l'exprimer, vous le dites, vous l'exprimez dans votre langue. Nous venons et non d'eau, comme le disent les fonds faux, enfin les fonds, je veux dire. Voyez-vous, donc notre futur par rapport à la langue française, c'est nous qui allons la déterminer. Nous, Africains, nous, peuple africain, nous, peuple béninois, c'est nous qui allons la déterminer. Parce que notre développement participera, n'est-ce pas, de l'émergence ou de l'intégration de nos langues. Voyez-vous, la valeur productive que nous allons donner à nos langues. Voyez-vous, le monsieur qui produit du maïs, qui produit le sorgho, qui produit le mil, il sait pas
parler français. Mais c'est lui qui contribue à plus de 60% à la survie des cadres citadins que nous autres nous constituons. Voyez-vous, et nous sommes obligés, n'est-ce pas, de lui mettre la pression pour qu'il envoie son enfant aller apprendre la langue française en payant cher, n'est-ce pas, de sa sueur. Donc notre futur par rapport à la langue française aura comme objectif la vision que nous portons pour notre développement, et c'est en fonction de cela que nous allons, n'est-ce pas, discuter de notre futur par rapport à cette langue. Est-ce que vous avez le sentiment que le français perd de l'influence, la langue française perd de l'influence dans une Afrique où le sentiment anti-français prend de l'ampleur? Non, bon, je ne pense pas trop. Je pense pas trop, même si le français a des difficultés à être par rapport à certaines langues. Par exemple, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que le français par rapport à l'anglais. Est-ce que l'anglais, à voir l'évolution de l'anglais dans le monde, est-ce que cette langue ne va pas avaler le français? On voit aussi d'autres langues qui émergent bien. Par exemple, on prend l'espagnol, le chinois, l'arabe, la langue arabe. Toutes ces langues-là, face au français, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le français ne soit pas résiste face à toutes ces langues-là? Je pense que c'est le défi c'est le défi du sommet qui se déroule actuellement à Cotonou. Et par rapport au français, j'ai l'impression que la langue c'est tellement c'est au niveau de sa structuration. Est-ce que le français par rapport à son contenu, c'est pas difficile? Est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que la grammaire, est-ce qu'il faut revoir le système? Est-ce qu'il faut revoir le français de fond en comble pour qu'il soit accessible à tout le monde? Parce que quand vous allez dans certains pays, c'est facile de vite comprendre l'anglais que de comprendre le français. Quand vous allez par exemple au Nigeria, à côté, même si vous allez même dans nos frontières, au niveau de nos frontières, les villes, les Igolo et autres, tout le monde, c'est l'anglais, il parle. C'est le glincy, hein. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. La devise qui est utilisée. C'est plus facile de parler l'anglais, de vite comprendre cette langue-là. Donc, je pense que il va falloir qu'on revoie le système, qu'on revoie certaines choses dans la grammaire française afin que le français soit plus accessible aux populations landaises. Il y a même dans certains pays où on emprunte au français pour construire d'autres langues, comme en Côte d'Ivoire. Vous parlez du Niger, hein, bien vous sûr, parlez bien sûr. Du Mali. Écoutez, c'est un français réaménagé qui est parlé. Donc voilà. Nous allons suivre la journaliste Kamel Toudonou à l'ouverture des travaux de ce forum régional. Le français pour moi, c'est une langue déjà de travail, la langue dans laquelle j'écris, c'est la langue dans laquelle je conduis toutes mes interactions de travail donc officielles, et j'ai donc dit que j'ai une relation, je dirais passionnelle et même fusionnelle avec la langue française, mais je dirais aussi qu'il y a comme un petit malaise du fait de la façon dont le français a été introduit en Afrique et du fait aussi de la cohabitation nécessaire qu'il faut promouvoir entre le français et les langues nationales et les autres langues également. Et j'ai dit que le français, cette cohabitation avec d'autres ne fera qu'enrichir le français de mon point de vue. Est-ce que nous n'avons pas intérêt aujourd'hui, disent-elles très rapidement, à nous réapproprier nos langues locales? De toutes les façons, la résilience de la langue française est titillée. Parce que lorsque vous prenez, n'est-ce pas, un produit pharmaceutique et que vous prenez le bout de papier qui sert de notice, regardez la rivalité des autres langues, arabes, anglais, chinois, n'est-ce pas, avec la langue française sur ces notices-là. Je crois que les États africains ou les États francophones
n'est-ce pas, doivent rentrer dans une dynamique, n'est-ce pas, avec la France, la mère de cette langue que nous parlons, pour une évaluation sérieuse de l'impact du développement de la langue française sur les pays africains. Sinon, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. J'ai eu dit que dans certains États de l'AES, déjà, l'option, n'est-ce pas, de faire de certaines autres langues parlées ailleurs, deuxième langue principale de ces pays-là, est en train d'être visitée, n'est-ce pas, pour que donc la langue française ne perde pas, n'est-ce pas, complètement de son hégémonie sur les États francophones. Je crois qu'il va falloir y travailler. Parce que vous observez aujourd'hui, les parents nantis préfèrent aujourd'hui que leurs enfants aillent dans des écoles bilingues. Merci Distella Moussou, nous avons égrené le temps qui nous est parti. Je voudrais bien vous entendre sur la campagne électorale ouverte dans le cadre de l'élection des 3 représentants des médias au sein de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Très rapidement, Jules Maoussi, appréciation de la campagne qui va s'achever d'ici peu. Vous savez que depuis la campagne électorale, ça a commencé avec Agapit Napoléon qui a été élu. Après Agapit, il y a eu Edouard Locaux, après Edouard Locaux, il y a Maïndé. Et on savait déjà, après ces élections-là, on savait que le candidat naturel de la presse. Donc le problème a commencé avec Franck Poutchemin qui a été élu sur vraiment, l'élection n'a pas été facile. Donc vous voyez que pour cette campagne électorale, tout le monde se bat, la campagne est ouverte, les débats sont libres, surtout sur les réseaux sociaux, vous sentez vraiment qu'il y a comme campagne, qu'il y a débat sur la HAC. Donc je pense que avec ces élections-là, pour moi, je ne sais pas qui va gagner, puisque je n'apporte mon soutien à aucun candidat, en tout cas sur ce plateau, puisque c'est pas un lieu de campagne. Donc les élections sont ouvertes. Et je constate que ça va se dérouler et avec le dimanche prochain, on aura nos représentants là. Alors, en 3 mots, profil idéal, vous êtes un produit de la presse écrite. Que le meilleur gagne. Profil idéal. Que le meilleur gagne. Je ne suis pas partie prenante, je ne suis plus acteur de la presse. Donc, à partir de ce moment, je dis que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Merci à vous, amis auditeurs, de nous avoir suivis sur Actu et Débat de ce jour, jeudi, qui se referme. Merci à Patrice Béja, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Brice Bill a étudié à la présentation. Bonsoir.